cet espace où je partage avec vous mes pensées singulières. Je suis Sabrina Ménasria et aujourd'hui je vais vous parler de la raison pour laquelle les singuliers dérangent. Alors la raison, elle est assez simple, elle est très inhérente au mode de fonctionnement des singuliers et ça commence bien souvent dès l'enfance, quand les premières interrogations, les premiers yeux qui s'ouvrent commencent. Et là, à ce moment-là, dans notre cadre social, familial, scolaire, souvent c'est le moment où le singulier se rend compte que sa parole, elle gêne, elle dérange, elle n'est pas forcément très acceptée. Alors pourquoi ? Déjà, quelle est cette parole ? La posture qui fait que, à mon sens, les singuliers posent problème, c'est qu'en fait, et je le dis souvent, ils soulèvent des problèmes. Ils posent des questions. C'est un mode de fonctionnement, quand on est singulier, de remise en question, d'alignement. C'est-à-dire, est-ce que c'est logique ? Est-ce que c'est en alignement avec mes valeurs ? Est-ce qu'on est dans quelque chose que je considère comme étant humain ? Est-ce que ce qui est fait, dit, respecte la nature humaine? Ça, c'est toute l'intensité émotionnelle et l'empathie. Donc, il y a tout un tas de questions et une capacité à creuser systématiquement en profondeur chaque problématique pour s'assurer justement d'essayer de trouver le sens de ce qui nous est transmis, en tout cas par les adultes. Et c'est justement là où le bât blesse. C'est dans le fait de remettre en question ce qui est transmis. Je vous parle souvent du transgénérationnel, donc des conventions, des codes qui ont façonné nos sociétés et qui sont transmis aux jeunes générations dès le plus jeune âge pour s'assurer qu'ils perpétuent l'ordre établi. Et tous les enfants, pas forcément que les singuliers, quand on leur transmet ça, il y a ceux qui prennent, ok, c'est une autorité, j'ai confiance à cette autorité, elle me dit ça, je suis ok. Il y a ceux qui interrogent parce qu'ils s'opposent un peu et puis au bout d'un moment, ils rentrent dans le moule. Et puis il y a les personnes singulières, les enfants singuliers qui généralement questionnent, posent des questions et ensuite se prennent un petit peu quelques murs et ensuite se disent finalement j'ai toujours pas compris, donc c'est moi le problème, mais la question n'est pas résolue. C'est ça la différence avec un enfant singulier, c'est qu'en fait l'enfant il va avoir une persistance dans le questionnement, c'est-à-dire que tant qu'il n'aura pas assouvi sa compréhension, il n'aura pas trouvé une raison logique ou même émotionnelle à ce qu'on lui explique, il persistera intérieurement, même si extérieurement, évidemment, il va se taire ou pas. Il peut continuer de se rébeller selon le profil de l'enfant ou que vous avez été. Est-ce que vous avez été un profil qui était plutôt dans l'opposition en disant mais c'est pas logique et qui affirmait ce qu'il pensait, ou est-ce que vous étiez plutôt dans l'introversion et dans le conformisme en vous disant ok, je vais pas trop la ramener parce que ils ont tous l'air sur d'eux, donc je vais pas dire grand chose, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est que le questionnement intérieur persiste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse. Ça tourne en rond, ça tourne en boucle. C'est pas partagé avec l'extérieur, c'est pas partagé avec les adultes, mais c'est toujours présent pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas eu d'explication logique, en tout cas qui satisfaisait l'enfant en question que vous avez été, ou peut-être les enfants que vous avez. Et ça, c'est un point fondamental parce que quand on arrive et qu'on questionne et qu'on remet en question l'ordre établi, le dogme, des pratiques peut-être. Je vais vous donner un exemple assez concret. Je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé, c'est l'exemple des chaussettes. C'est-à-dire que moi, mes enfants un jour m'ont dit, ils m'ont pas dit d'ailleurs, ils ont mis des chaussettes de couleurs différentes. Et moi, je leur ai dit, non, en fait, vous mettez des chaussettes de la même couleur. Puis ils m'ont dit pourquoi ? Je dis parce que c'est comme ça. Et ils me disent pourquoi ? Quel est le problème ? Si on met des chaussettes de couleurs différentes, nous ça nous gêne pas. Quel est le problème ? Et donc là, effectivement, quand vous êtes un peu singulier, vous venez de vous rendre compte, en tout cas ça a été mon cas, que vous êtes dans une forme de reproduction d'une certaine règle, d'une certaine norme sur laquelle nous nous sommes tous accordés, qui est celle de dire on met 2 chaussettes de la même couleur. C'est comme ça. Voilà, c'est un code social que nous partageons tous, et puis ceux qui le font pas, on les appelle un peu des originaux, des marginaux, mais on n'est pas dans le code quand on fait ça. Et donc ça m'a poussé à me questionner moi sur ce rapport à la norme, où en fait même quand on est inconsciemment, on accède à une norme sociale, en tout cas à une pratique, courante, en tout cas sur laquelle nous nous sommes tous accordés. Je vous rappelle que la norme, c'est la force du nombre. Donc c'est la règle sur laquelle la majorité s'entend. Voilà. C'est pas forcément la meilleure règle, c'est pas celle qui est la plus adaptée, mais c'est sur laquelle la majorité s'entend et est le plus d'accord.
Et donc là, à ce moment-là, moi, du coup, je me suis remise en question. Je me suis dit, mais effectivement, c'est vrai que c'est un code social. Et si on choisit de ne pas respecter ce code social, on n'en fera aucune règle d'éthique. On fait de mal à personne. Intellectuellement, on s'en fout. C'est juste que on transgresse une petite règle, voilà, qui est totalement anodine. C'est pour ça que je vous prends un exemple complètement basique. Mais on transgresse quelque part une règle sur laquelle on s'est tous entendus. Et donc, on a, même quand on est singulier, même quand on questionne, un rapport à la norme sociale parfois qui est très inconscient. C'est-à-dire qu'on se rend même pas compte qu'on perpétue des choses qu'on nous a transmises et qu'on n'a pas forcément remises en question. Et le rôle des enfants, justement, parce que nous, quand on est des adultes adaptés en tout cas, on remet plus certaines choses en question. Et puis eux, ils arrivent avec des questions en disant mais pourquoi au fait ? Mais c'est quoi le principe ? Mais pourquoi il faut absolument mettre des chaussettes de la même couleur ? Et en plus, soit dit en passant, d'un point de vue logique, c'est beaucoup plus pratique, et là les parents me rejoindront, de gérer des chaussettes de couleurs différentes, parce que ça règle le problème existentiel numéro 1, qui est celui des chaussettes orphelines. Donc, j'ai jamais compris pourquoi il y avait des chaussettes qui se retrouvaient toutes seules à traîner et on retrouve jamais sa copine ou sa sœur. Et là, ça règle définitivement le problème. Donc, c'est quand même un code sur lequel on pourrait un petit peu s'assouplir. Mais les enfants, ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent avec ce regard neuf. Et que sur un exemple aussi anodin, je suis désolée de l'exemple, mais c'est pour montrer quelque chose de totalement basique qui est passé dans notre façon d'être, mais qui pourrait être mis en question aussi, clairement. Eh bien, comment on arrive à un moment donné à intégrer des règles sans pouvoir les remettre en question. Et les singuliers, leur problème, c'est que, en fait, vous remettez en question la règle et les normes existantes. Et les enfants singuliers, oh mon Dieu, c'est encore pire parce que eux, pour le coup, nous, quelque part, on a pu un petit peu intégrer inconsciemment certains principes et certains codes, et eux, ils arrivent et ils rouvrent tous les placards et ils remettent en question. Et donc, le point qui dérange le plus quand on est singulier, c'est que on arrive avec toutes ces questions en remettant en question l'ordre existant. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? C'est que vous allez avoir la personne avec laquelle on interagit qui va vous dire non, en fait, on a toujours fait comme ça, et pourquoi tu poses la question ? Donc vous allez avoir la personne qui ne va pas comprendre qu'on remette en question quelque chose qui est ancré comme étant une réalité pour cette personne-là, qui est une réalité universelle, une vérité universelle. Donc le singulier va venir se heurter à cette forme de certitude, ce mur un peu de certitude qui est on a toujours fait comme ça. Et donc là, soit, c'est ce que je dis toujours, soit le singulier se remet en question en se disant mais mince, c'est moi le problème parce que je pose une question qui n'a pas de sens. Soit c'est l'autre qui a fermé la porte à l'ouverture d'esprit, de se dire est-ce que ça, comment je cherche le sens à ce code ? Quel est le sens de cette norme sociale ou de ce code qu'on a, sur lequel on s'est entendu ? Ça nécessite évidemment, pour l'adulte en question ou pour la personne en question, une ouverture d'esprit, une capacité à se remettre en question, à accepter le questionnement, à s'interroger lui-même et à pouvoir se remettre en question. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et dans la société dans laquelle on vit, qui est quand même assez sûre d'elle-même, avec des codes quand même assez figés, le fait d'être un enfant singulier ou même un adulte qui remet constamment en question des choses, ça vient perturber l'ordre existant. On doit affronter la réaction des autres, c'est-à-dire le fait de se dire mais pourquoi tu discutes un truc qui est une évidence ? Donc ça, c'est pas évident parce que la personne, soit on se dit cette personne elle est pas ouverte d'esprit, elle est pas capable de s'interroger sur quelque chose qu'elle a acquis comme étant une vérité universelle, et puis j'abandonne parce que de toute façon il n'y a pas l'ouverture d'esprit. Ça peut être aussi ça, se dire ça quand on est singulier. Mais c'est aussi mince, et c'est toujours le problème, et c'est toujours là-dessus que je vous amène. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Et en fait, c'est intéressant, en tout cas c'est fondamental de faire la part des choses entre la capacité du singulier à se questionner, à remettre en question l'ordre existant et qui dérange, et la façon dont les autres reçoivent cette question, reçoivent cette remise en question. Ça peut être très douloureux pour les gens. Et il y a un autre aspect aussi qu'il faut pas négliger. Donc là, je disais un peu le conformisme social, le manque d'ouverture d'esprit des autres, le fait qu'ils ne savent pas se remettre en question pour certains, évidemment, pas pour tous, vous l'aurez compris, mais en tout cas qu'on peut se heurter à des murs quand on est singulier qui peuvent faire très mal. Et il y a un autre aspect, c'est l'aspect de l'ego. C'est-à-dire que quand vous allez questionner quelqu'un, poser une question qu'il ne sait pas poser, vous allez ouvrir un placard qu'il n'a même pas pensé, il savait même pas que le placard existait.
Donc là, vous pouvez avoir une réaction de la part de l'autre qui peut être assez violente en disant « mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes ?» et un espèce de retour à l'expéditeur en disant « le problème, ouvertement, c'est toi. Pourquoi tu poses des questions comme ça ? Ça n'a pas de sens. » Il peut y avoir de la mauvaise foi, évidemment, ça, il ne faut pas le sous-estimer. Le fait que la personne avec qui vous interagissez, et ça, je parle beaucoup de l'enfance parce que c'est là où les premiers réflexes se créent. C'est-à-dire que l'enfant singulier, il va immédiatement questionner, il va très très vite remettre en question comme tous les enfants, mais comme je vous le disais, lui, il va avoir la persistance du questionnement parce qu'il va pas lâcher l'affaire, comme on dit. Donc c'est vraiment l'étape de l'enfance, c'est là où on commence à appréhender le monde extérieur et on commence à comprendre nos questionnements, quel est l'impact qu'ils ont sur les autres, en tout cas notre mode de fonctionnement. Et c'est là où on forme quelque part un petit peu notre personnalité, parce que vous savez que notre environnement nous forge, soit dans l'opposition, soit dans le conformisme, soit dans le développement et dans l'épanouissement. En tout cas, il nous forge. Et donc, c'est à ce moment-là, finalement, que le singulier va se dire, bon, soit je suis un problème, soit j'arrête de poser des questions, soit je dérange, soit je... Vous voyez ? Et c'est là où ce manque de confiance en soi et ce manque d'assurance, en tout cas, peut se développer à ce moment-là. Donc l'enfance, c'est tout ça. J'en parle beaucoup parce que c'est vraiment un moment clé quand on a cette différence cognitive, cette intensité cognitive. Et donc le rapport qu'on va avoir avec l'adulte, la réaction qu'on va avoir, les gens peuvent avoir une forte incidence sur nous, sauf à ce qu'on ait été bien évidemment rééquilibré par d'autres adultes qui ont compensé certains comportements en nous expliquant, tu vois, lui il rejette ton questionnement parce qu'il comprend pas, parce que ta question il sait pas d'où elle sort, etc. Donc ne t'inquiète pas, c'est pas toi le problème. C'est pas ça, c'est qu'en fait la personne ne comprend pas. Donc si ça n'a pas été rééquilibré dans ce sens-là, et je crois que, en tout cas moi je vous le dis souvent, moi j'appartiens à une génération où voilà, on s'est débrouillé tout seul avec notre singularité et à appréhender le monde des adultes sans que personne nous fasse, enfin en tout cas moi, m'explique comment les autres étaient. Donc, si on n'a pas ces explications-là, on est un peu livré à soi-même et donc on peut construire un manque de confiance en soi qui peut être assez fort. Et donc, c'est vraiment ce point-là qui gêne en fait les autres, c'est d'aller remettre en question des principes établis, des principes qui sont quelque part comme s'ils étaient enregistrés à tout jamais. Mais je vous rappelle que quand on est singulier et qu'on est intense, eh bien, on est là pour aller creuser, chercher à comprendre, aligner avec les valeurs. Qu'est-ce qu'on a fait là ? Est-ce qu'on a été correct avec telle personne ? Est-ce que là, on a un comportement qu'on considérerait comme humain, conforme à la nature, conforme à notre particularité en tant qu'humain ? Donc, tous ces questionnements qui vont très loin, et c'est ça, encore une fois, persistance du questionnement, ça va très très loin quand on est singulier, eh bien, c'est ça qui va venir nourrir un peu, ça c'est la personnalité, et qui va venir se heurter à des murs de conformisme social, tout simplement. Et donc, ça dérange parce que je vous rappelle quand même que l'ordre établi, il l'est parce qu'il y a des règles qui sont figées. Et encore une fois, il y a des règles qui doivent persister parce que c'est des règles, quelque part, je vais vous donner une règle qui est absolument, à mon sens, compliquée à remettre en question, même impossible à remettre en question, c'est l'interdit de l'inceste, par exemple, pour vous donner des codes qu'on se transmet de génération en génération et qui sont des codes qui structurent notre société. Donc tout n'est pas à remettre, à jeter à la poubelle et à re-questionner. On peut bien évidemment parler du sujet, etc. Mais ces codes sont aussi là pour nous faire interagir entre nous en tant qu'humains. Et il y a du bon dans toute norme sociale, dans tout transgénérationnel. Et puis évidemment, il y a des choses qui deviennent obsolètes à un moment donné et qui doivent être remises en question. Et ça, c'est la force du singulier. C'est à un moment donné d'aller chercher et d'aller remettre en question ce qui ne va plus et ce qui n'est plus adapté au contexte. Pourquoi ? Parce que vous avez cette capacité-là à analyser en temps réel un nombre d'informations très différentes, à remettre en question l'existant, à le confronter à la réalité et aux faits et à votre ressenti pour pouvoir proposer une vision nouvelle. Donc c'est vraiment une force, mais évidemment, ça dérange. Le principe socratique, vous le connaissez bien, pour moi, j'ai toujours appelé le principe singulier. Je sais que je ne sais rien, puisque si je questionne en permanence, c'est bien que je n'ai pas de certitude, c'est bien que je me questionne moi-même, je m'interroge. Donc, je considère que
finalement, j'ai tout à apprendre et il y a toujours de l'apprentissage et du savoir à acquérir. Cette différence, en fait, on parle beaucoup de la maxime socratique, je sais que je ne sais rien, mais si on va au bout de la maxime de Socrate, à un moment donné, il dit, alors je suis désolée, je vais peut-être pas citer exactement la citation, mais il dit, en ce sens, moi je suis plus sage que vous, parce que moi, en gros, j'ai conscience que je ne sais pas. Et c'est la différence entre vous et moi, c'est que j'ai conscience que je ne sais pas alors que vous croyez savoir. Je sais pas du tout la citation, mais c'est l'esprit de ce que disait Platon dans l'Apologie de Socrate. Et donc, j'ai conscience, en fait, moi, de mes limites. J'ai conscience que je ne suis pas, finalement, sur tel domaine, totalement abouti et que j'ai besoin d'apprendre. Mais vous n'en avez pas conscience. Vous pensez tout savoir. Vous êtes pétri de certitude. Et vous voyez bien que dans ce principe-là, tout le fonctionnement singulier, il est complètement encapsulé. Parce que moi, je questionne, je dérange, je remets en question. J'ai conscience de mes limites. Je sais que je dois apprendre et je dois savoir, je dois acquérir d'autres informations pour pouvoir élargir ma compréhension du monde, élargir la façon dont je perçois le monde. Mais quand je confronte mon questionnement au vôtre, eh bien, vous êtes pétri de certitude. Vous pensez tout savoir. Et c'est pour ça que le singulier dérange. C'est par rapport à l'ego de l'autre, c'est par rapport au conformisme social. Et évidemment, et c'est là où je voudrais vous amener aussi, parce que dans le fait de déranger, déjà d'en avoir conscience que le questionnement dérange, c'est une chose. Le comprendre, ça permet de questionner habilement et de ne pas prendre pour soi les réactions, on va dire un peu gênées, effrayées des autres, parce qu'évidemment, vous faites peur quand vous remettez en question quelque chose. Quand vous posez une question que quelqu'un ne s'est pas posée, la personne, elle se dit, purée, mais mince, j'y ai pas pensé. Vous imaginez un peu l'impact quand la personne a énormément d'ego? Vous avez une réaction basique qui est de dire, finalement, ah oui, t'as raison, j'y ai pas pensé. Ah, mais oui, attends, je vais regarder ce point-là. Bon, là, on sent que l'ego a été travaillé, on sent que l'ouverture est là, la remise en question est possible. Et puis vous avez des gens, mais n'importe quoi, mais ce sujet-là, on va pas y aller, etc., etc. Donc ils peuvent être très gênés par le fait que vous ayez vu quelque chose et que vous ayez soulevé une question, de la poussière sous le tapis que la personne n'avait pas vue. Donc c'est en ça que ça gêne. Et donc souvent les singuliers par rapport à ça, et c'est un petit peu là où je voudrais aussi terminer mon propos, c'est sur l'impact de ce que vous faites, de ce que vous dites sur les autres. Moi, je le répète assez souvent, si vous écoutez mes podcasts, vous voyez que c'est un thème qui revient de manière assez récurrente, c'est quel est l'effet de ce que vous dites sur les autres? Quel est l'effet de ce que vous faites sur la société? Bien souvent, vous êtes assez convaincu, j'ai pas dit certain, convaincu, c'est à un moment donné arriver à une conviction, c'est-à-dire j'ai l'impression d'arriver à un palier de compréhension. C'est ça une conviction. C'est que je suis arrivée à un palier de compréhension, j'ai l'impression de maîtriser un domaine, je reste ouvert parce que si jamais il y a une information, quelque chose, je suis capable de me remettre en question. Une conviction n'est pas figée, alors qu'une certitude, typiquement, on est dans quelque chose qui est fermé. C'est comme ça a toujours été. Donc vous, quand vous avez forgé votre conviction, eh bien, c'est assez puissant. Souvent, moi, dans mes conférences, on me dit souvent, oui, non, dites pas que les singuliers ont pas d'assurance, ils sont super sûrs d'eux. Je dis non, ils sont pas sûrs d'eux. Ils sont sûrs de leurs idées. C'est-à-dire que quand ils ont une conviction, ils la défendent parce que ils l'ont bossé. Ils ont creusé, ils ont analysé, ils ont cherché. Ils ont pas forgé leur conviction en lisant Femme actuelle. Généralement, quand un singulier est arrivé à un palier de compréhension, quel qu'il soit encore une fois, que ce soit intellectuel, même au niveau de la nature humaine ou autre, eh bien c'est quelque chose qui est assez puissant. Et les gens le ressentent comme il est sûr de lui. Non, il est sûr de son idée, il est sûr de son process. Pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sûr de vous. Parce qu'il suffit, et ça, c'est un peu la triste vérité, c'est que il suffit que, justement, quelqu'un vous pose une question à laquelle vous n'avez pas pensé. Et vous étiez arrivé à ce palier de conviction, ce palier de compréhension. Et là, il y a la personne qui arrive et qui dit, au fait, comment ça se fait que tel truc et tel machin? Et là, vous vous dites, mais mince, j'ai même pas vu ça. Et donc, bien souvent, remise en question. Donc là, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est remettre
son métier à l'ouvrage. En fait, c'est un peu la phrase de Boileau, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc, c'est de remettre le métier sur l'ouvrage, mais sans se remettre en question soi-même en tant qu'individu pensant. Parce que si vous avez cette humilité, cette ouverture d'esprit, c'est extrêmement fort, c'est ce que vous êtes capable de le refaire. Et souvent, ce que j'observe, c'est que moi, je vois des singuliers qui, pour le coup, ont de l'ego et se disent mince, je pensais avoir tout géré, j'étais sûre de mon idée et boum, ça tombe à l'eau. Non, ça tombe pas à l'eau, c'est juste qu'on ouvre une autre porte et qu'il y a probablement un autre palier de compréhension derrière. Mais bien souvent, quand vous arrivez avec cette approche-là, les gens, en fait, comment ils le reçoivent, ils peuvent le recevoir de manière un peu violente, en fait. Et ce que vous sous-estimez en tant que singulier, à mon sens, c'est l'impact de ce que vous faites. Moi, combien de singuliers je vois travailler très dur sur une question, sur un sujet, sur une problématique, vraiment avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'engagement, beaucoup d'implication, et oublier le contexte. Oublier dans quel contexte ça s'inscrit. Et les gens impliqués, et qui est concerné, et comment va réagir machin, et si j'annonce ça ou si je fais ça, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Ça, c'est souvent quand on est dans cette intensité, notamment l'intensité intellectuelle, on remet souvent au second plan l'impact que va avoir ce questionnement sur les autres. Et ça, c'est un point problématique parce que, encore une fois, je dis souvent, quand vous allez sur Mars, n'oubliez pas que les gens sont sur Terre. Donc, vous ne pensez pas à la façon dont, pas tous évidemment, probablement certains d'entre vous ont bossé là-dessus et c'est génial. Mais en tout cas, gardez toujours en tête, parce que ça, c'est là où le singulier peut se perdre, l'impact de ce que vous dites sur les autres. Parce que très souvent, le singulier arrive avec une vérité assez tranchée, qui remet complètement, mais je vous donne un exemple, je suis désolée, mais un exemple pro, c'est que, il y a une analyse qui vient remettre en question le travail de 10 ans d'un département. Parce que le singulier, il est content, il a trouvé un machin, il creuse, il arrive, il dit « les gars, là-dessus, je suis content, quelque part. J'ai trouvé que depuis 10 ans, on procède de telle manière, on a perdu tant de temps, etc. et qu'on pourrait tout à fait optimiser les choses en bossant de telle manière. » Les gens, ça fait 10 ans qu'ils bossent comme ça. Donc, le singulier, passionné par ce qu'il fait, par ce qu'il dit, il arrive, il a trouvé la solution, il pense être accueilli. Et encore une fois, le monde, l'impact, les autres ne reçoivent pas ça de manière positive parce que ça vient remettre en question l'ordre existant. Ça vient discuter, chamailler, rappelez-vous du conformisme et des normes existantes, totalement les normes existantes. Et c'est pour ça que la plupart des gens, en fait, rejettent les idées des singuliers. Parce que l'adaptabilité de l'idée, généralement, elle n'est pas mise en place. C'est-à-dire que on arrive avec un résultat, mais on se dit pas, moi j'ai un résultat, au secours, ils vont tous flipper, comment je vais faire? Je vais peut-être leur donner la première conclusion, ou alors je vais m'assurer d'aller transférer le résultat à une instance qui peut la comprendre, et pas forcément là à ces personnes-là parce qu'elles vont mal le prendre. Vous voyez, c'est toute la stratégie. Alors, je donne un exemple, je suis désolée, un peu bateau, mais c'est toute la stratégie de comment j'analyse ce que j'ai fait, mon questionnement, où est-ce qu'il m'a mené, quelle a été ma solution, et comment j'analyse la façon dont ça va être intégré, reçu, mis en place. Et ça, c'est, croyez-moi, de toutes mes observations, c'est là où le bas blesse, et c'est souvent là, malheureusement, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, que les personnes singulières se font complètement avoir. Parce qu'elles arrivent, elles tendent le bâton pour se faire battre. Les gens les attendent avec une kalachnikov. Et là, ils sont généralement complètement attendus au tournant. Ils arrivent, ils ont l'impression d'avoir trouvé la solution. Et finalement, ils ont trouvé le bâton pour se faire battre. Donc voilà, donc c'est pour ça que je digresse un petit peu, mais à mon sens, dans cette thématique qui est en quoi le singulier dérange, mais vous l'aurez compris en quoi vous dérangez. Vous l'avez compris. Assurez-vous simplement d'être suffisamment malin, parce qu'on vous demande pas d'arrêter d'être qui vous êtes. Non, jamais, jamais, jamais. Mais c'est le fait de savoir être suffisamment fin pour pouvoir pousser son changement dans le monde. Il y a cette phrase qui est une phrase de Kant, alors qu'il a reprise, mais sapere aude, oser savoir, c'est aussi quelque chose de très important pour le singulier, parce que c'est d'aller chercher la connaissance et l'information qui permet d'apporter le changement. Mais
encore une fois, ne soyez pas le dindon de la farce. Vous faites peur parce que vous arrivez avec vos gros sabots. Et à mon sens, et cela n'engage que moi, et je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai observé et de ce que j'ai mis en place et qui a fonctionné, c'est pas avec les gros sabots, sauf à ce que vous ayez un vrai pouvoir politique. Je vous parle pas si vous êtes, et encore, vous savez, même quand vous avez un grand pouvoir politique, il faut savoir y aller étape par étape pour que les gens assimilent le changement. Le changement, c'est pas un truc qu'on jette dans la tête des gens, c'est quelque chose généralement qu'on s'assure de faire intégrer étape par étape, comme des sas, comme vous voyez des sas de dépressurisation pour pouvoir intégrer les choses. Donc, ne soyez pas, voilà, si j'ai vraiment une chose à partager avec vous, et c'est vraiment l'essence de ce podcast aujourd'hui, soyez malin, soyez habile, ne jetez pas vos idées comme ça, pensez environnement, pensez contexte, pensez personne, et assurez-vous de faire en sorte que les gens arrivent à recevoir en bonne et due forme et de manière plutôt progressive le changement que vous leur apportez. Voilà, j'espère que ces quelques mots vous auront apporté des éclairages. N'oubliez pas que la psyché humaine n'est pas une science exacte, que chaque individu est unique, donc ne gardez que ce qui fait sens pour vous. À bientôt pour de nouvelles pensées singulières.